Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. On démarre avec cette question. Qu'est-ce qui freine la réussite scolaire et surtout, comment y remédier? Une question que l'on va poser en ce moment, beaucoup face au dernier classement PISA et aux études Teams, mais aussi vis-à-vis des inégalités sociales. Ce sera l'objet de la première partie de notre émission. Smartville, un conte musical pour aborder les problématiques contemporaines et comme son nom l'indique, de façon intelligente. Ses auteurs seront avec nous en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Adrien Fontenot fera un focus sur la mémoire des attentats de janvier 2015. Adrien que l'on retrouve tout de suite pour faire un point sur l'actualité de l'éducation. Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On débute ce journal à Mayotte où l'on pensait se remettre du passage du cyclone Chido, mais la tempête Dikeledi et de nouvelles alertes météo ont anéanti les espoirs d'une rentrée scolaire dans les prochains jours. Elle était initialement programmée aujourd'hui, puis reportée au 20 janvier dans une semaine, mais la rentrée scolaire ne pourra pas avoir lieu comme le souhaitait le gouvernement. La plupart des locaux viennent de servir de centre d'hébergement à près de 15 000 personnes. Il faut tout nettoyer dans un premier temps, réaménager ensuite, et puis un bon nombre d'établissements, il faudra tout simplement reconstruire. Le constat de Guillaume Dupré-Wekeza, directeur d'un établissement à Mamoudzou. Ça c'est le premier bâtiment. Sur le premier bâtiment, on a 3 salles. On en a une qui est ici, 2 qui surplombent, avec une grande terrasse. Les 2 qui surplombent, il n'y a plus de toiture du tout, il n'y a plus de charpente non plus. Et elles sont complètement ravagées à l'intérieur. Vu de dedans, vous allez voir, comment c'est impressionnant. Des structures qui ne sont pas sécurisées, des classes qui ont également été vandalisées, une situation qui n'est pas prête de s'améliorer sur l'île. Autant de problèmes qui agacent. Un sentiment d'abandon que partage Ousseni Balahachi, secrétaire général de la CFDT. Ils sont où les établissements qui pourront permettre d'accueillir les élèves? Ils sont où les enseignants? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on va pouvoir scolariser tous ces enfants? La réparation, le relogement ou encore l'arrivée de matériel scolaire, le travail est immense à Mayotte et un retour à la normale pourrait prendre plusieurs semaines. Dans les Deux-Sèvres, cette initiative inédite depuis la rentrée 2024, des élèves de 6 collèges du département suivent des cours de sapeurs-pompiers. Oui, des cours au même titre que les mathématiques ou le français. Des élèves de 4e apprennent à la fois la théorie et la pratique des enseignements dispensés par des pompiers volontaires du SDIS. Les détails du colonel Thibaut Niederlander. Évidemment, ça commence plutôt en première année par des enseignements théoriques pour que les jeunes s'acculturent au milieu de la sécurité civile et au milieu des sapeurs-pompiers. Donc ça va être des cours sur les lances à incendie, ça va être des cours sur les techniques d'intervention, ça va être des cours sur les grades, ça va être des cours sur l'organisation des sapeurs-pompiers aussi parce que c'est des jeunes qui n'y connaissent encore rien. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, quand on rentre dans les enseignements, c'est de plus en plus pratico-pratique pour qu'ils apprennent là les techniques d'intervention, ils apprennent à utiliser les lances, ils apprennent à utiliser les tuyaux, ils apprennent à faire plein de choses, tout ce qui leur permettra plus tard de faire face aux situations qui seront amenées à rencontrer. Des enseignements qui mobilisent 2 heures par semaine sur la base du volontariat et qui ne comptent donc pas pour les épreuves du brevet ou même du baccalauréat. Car oui, le programme dure jusqu'à 4 ans pour les plus déterminés avec un objectif bien précis derrière, constituer une réserve de pompiers volontaires pour un secteur qui manque cruellement de personnel. Il y a plusieurs intérêts. Le premier, évidemment, c'est d'essayer de multiplier le nombre de jeunes sapeurs-pompiers pour, en quelque sorte, essayer de compenser la crise de l'engagement que l'ensemble des SDIS de France subissent avec une forme de diminution de notre ressource en sapeurs-pompiers volontaires. Et donc, nous avons constaté que dans nos recrutements, une très grande majorité de ceux-ci sont faits par des jeunes qui viennent des jeunes sapeurs-pompiers. Et donc, en multipliant le nombre de jeunes sapeurs-pompiers, on espère favoriser ensuite le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires et aussi le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels. Avec ce modèle simplement sur 6 collèges, c'est plus de 200 sapeurs-pompiers volontaires qui pourraient bientôt être formés. Une initiative dans les Deux-Sèvres peut être bientôt reproduite ailleurs en France. Des futurs sapeurs-pompiers en devenir et des jeunes qui s'intéressent à ce métier. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué. On s'intéresse à ces ados qui décrochent du système scolaire. Chaque année en France, ils sont entre 80 et 100 000 à le quitter sans diplôme, sans formation et sans emploi. Et les profils de ces jeunes ne se ressemblent pas toujours.
tout comme les raisons de leur décrochage d'ailleurs, de la phobie scolaire au harcèlement en passant par des troubles de l'apprentissage ou des problèmes familiaux, sociaux. Au micro-lycée d'Amiens en Picardie, les enseignants prennent en charge des jeunes de 16 à 25 ans dans des classes à effectifs très réduits, une quinzaine d'élèves en moyenne. Iris, 17 ans, en fait partie. Je suis arrivé au micro-lycée parce que j'ai pas réussi ma première, phobie scolaire et décrochage et des crises de panique, du stress. Ça m'arrivait des fois de peur de carrément perdre l'usage de mes jambes. Je pouvais plus marcher. Et c'est à ce moment-là qu'avec l'aide d'amis qu'on m'a parlé du micro-lycée, que je me suis intéressé et que j'ai pu rebondir derrière. C'est tellement un rythme différent, une bienveillance qui est impossible, mais vraiment impossible dans les lycées normaux, quoi, parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de personnel. C'est-à-dire qu'on connaît les professeurs nous connaissent, mais pas seulement de notre point de vue scolaire, mais de notre point de vue personnel, et il y a une vraie proximité qui se crée, qui fait que il y a quelque chose de simple et de fluide qui fait que tout va mieux. Il y a beaucoup d'écoute. On dit quelque chose, on se sent, quelqu'un nous entend en face. D'après les chiffres de l'éducation nationale, le taux d'abandon scolaire était l'année dernière d'un peu moins de 8%. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet du décrochage scolaire réalisé par Cécile Bidot, je vous invite à découvrir le podcast Interception de France Inter, Raccrocher les décrocheurs. On termine avec un mot de l'actualité internationale et le Pakistan qui accueillait ce week-end un sommet sur l'éducation des filles. Plus de 40 pays étaient représentés. Des militants avaient également répondu présents, notamment la lauréate du prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai. Le monde musulman, dont le Pakistan, est confronté à de grands défis lorsqu'il s'agit d'assurer un accès équitable des filles à l'éducation, a déclaré le Premier ministre du pays, Shehbaz Sharif, à l'ouverture du sommet. Refuser l'éducation aux filles équivaut à rejeter leur voix et leur choix, tout en les privant du droit d'avoir un futur brillant. Un rejet que l'on peut observer en Afghanistan, pays voisin du Pakistan. Malgré l'invitation au sommet, aucun représentant taliban n'y a participé. Depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, l'Afghanistan est le seul pays au monde où les filles et les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'école secondaire ou à l'université. Pour en revenir au Pakistan, le pays est lui-même confronté à une grave crise de l'éducation. Plus de 26 millions d'enfants ne sont pas scolarisés, principalement à cause du taux de pauvreté, l'un des plus élevés au monde selon les chiffres du gouvernement. Ce sommet tombe donc à point nommé. On espère que les choses pourront bouger dans la région. Merci beaucoup Adrien pour ces infos. Un niveau en français et en mathématiques toujours aussi bas, des difficultés à la compréhension et même un taux de décrochage scolaire toujours plus important. Alors quels sont les freins de la réussite de nos élèves en France et surtout comment les accompagner au mieux? Eh bien, des spécialistes s'emparent du sujet, on en parle tout de suite dans le Grand JT. Bonjour Mui-Cheng Pech. Bonjour Virginie, merci beaucoup de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes déléguée générale de Agir pour l'école. Alors Agir pour l'école, c'est une association de loi de 1901 qui a été créée pour le coup en 2010 et qui milite et agit contre l'échec précoce et les inégalités scolaires. Et on sait que souvent c'est extrêmement lié. On va en parler ensemble. J'aimerais d'abord qu'on fasse un constat de la situation. On observe alors clairement, et on le dit, les études le montrent, et PISA le montre, et TIMSS aussi, qu'effectivement le niveau des élèves français n'est pas du tout au rendez-vous. On a vu le choc des savoirs qui a été voulu pour pouvoir justement relever peut-être le niveau des élèves des français en maths et en français justement. Est-ce qu'on observe un réel décrochage ou est-ce que c'est un peu moins fort que ce que l'on dit et de l'angoisse généralisée aujourd'hui? Alors, je pense que c'est un propos qu'il faut prendre de façon très objective, qu'il faut nuancer effectivement. Cela étant, le constat est quand même alarmant, notamment sur la maîtrise des savoirs fondamentaux. Donc, ce qu'on va appeler les savoirs fondamentaux, c'est la lecture, l'écriture, la base des mathématiques. Pour vous donner quelques chiffres, on a par exemple, parmi les participants à la journée défense et citoyenneté, donc des jeunes, on a à peu près 11,8% des jeunes qui sont en difficulté de lecture. C'est quand même assez considérable et en réalité, ces difficultés, elles commencent assez tôt. En 6e, on a presque la moitié des élèves seulement qui a un niveau suffisant en compréhension de l'écrit. Et ces difficultés, elles commencent encore plus tôt parce que si on regarde ce qui se passe par exemple en CP, on voit qu'on a presque 30% des élèves qui ont du mal à comprendre des mots à l'oral
ou qui a du mal à reconnaître les différentes écritures d'une lettre. Et donc c'est pour ça que nous, on agit vraiment dès le début de la scolarité pour faire en sorte que le décrochage n'ait pas lieu et que surtout on arrive à donner à tous les enfants les bases nécessaires pour avoir une scolarité qui soit sereine et réussie. Mais ce que je comprends, c'est qu'en fait, le décrochage en question est de plus en plus précoce. Avant, c'était plutôt au collège que ça se passait ? Oui, en fait, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de bases qui ne sont pas forcément acquises précocement et que les difficultés sont plus fortes aussi en éducation prioritaire et que malheureusement, ces décrochages et ces inégalités ont du mal à se résorber. Et donc, effectivement, ces lacunes perdurent et arrivé au niveau du collège ou encore de la journée défense et citoyenneté, on se retrouve avec des constats qui sont assez complexes et qui empêchent des jeunes d'avoir une scolarité qui soit pleine. Pour les élèves des milieux défavorisés, c'est clairement, le constat est assez clair. Mais est-ce que c'est aussi la même chose que l'on peut remarquer dans des quartiers dont on dit qu'ils sont plus riches, plus aisés, et dans les familles, effectivement, sont plus favorisées? Écoutez, l'étude TIMSS, par exemple, est assez parlante sur ce sujet. On voit que la France, si on regarde les 10% d'élèves les moins performants, c'est les scores quasiment les plus bas de l'OCDE. Mais si on regarde aussi les 10% des élèves les plus performants, la France est aussi en bas du classement. Donc en réalité, ce décrochage, il a lieu à la fois pour les élèves qui sont les plus mauvais, mais également pour les meilleurs élèves. Donc le décrochage est assez global. Et effectivement, la France est particulièrement championne des inégalités puisque c'est le pays de l'OCDE où l'origine sociale pèse le plus fortement sur la réussite des enfants. Donc il y a un double problème. Et ce double problème, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est pas nouveau, c'est pas récent, ça fait pas depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir. On en parlait déjà dans les présidences précédentes. Comment on arrive à un constat qui, depuis 40, 50 ans, est toujours le même, où on voit une chute radicale, notamment en mathématiques. Je rappelle les chiffres dont vous faites l'objet dans l'enquête. En éducation prioritaire, un tiers des élèves sont en difficulté en début de CP. Je parle des maths toujours. Et hors éducation prioritaire, 1/5 des élèves sont déjà en difficulté en début de CP. Donc bon, ça c'est l'ADEP qui relève ces chiffres-là. Tout à fait. On est quand même dans une situation dramatique. Tout à fait. Alors, on n'a pas forcément, comme le montrait l'enquête TIMSS, effectivement, les résultats ont tendance à se stabiliser, mais à se stabiliser vers le bas du tableau. Oui. Donc, effectivement, le constat reste effectivement assez concernant et assez alarmant. J'ai pas d'explication, enfin, voilà, je ne vais pas vous livrer une explication trop simpliste, mais ne serait-ce que si on regarde l'enquête TIMSS, on a seulement 22% des enseignants qui se sentent souvent ou très souvent estimés, contre 57% dans l'Union européenne. Donc, je pense qu'il y a un sujet au niveau de la valorisation du poste d'enseignant, mais aussi au niveau de la formation continue. On a 80% des enseignants français qui disent n'avoir pas eu de formation continue durant les 2 dernières années. C'est énorme. Oui, et vous pensez que ça peut jouer effectivement sur le niveau des élèves? Tout à fait. Donc, le niveau des profs et donc des élèves. Donc ça veut dire l'accompagnement des enseignants, sur le niveau des enseignants, du coup. En tout cas, l'accompagnement et la mise à disposition auprès des enseignants de moyens suffisants pour réussir à combattre ces inégalités, oui, tout à fait. Est-ce que ça vient beaucoup, donc, du coup, des méthodes, finalement, d'apprentissage ou d'enseignement, ça dépend de quel côté on se place, cette situation? Écoutez, il y a une étude qui est très intéressante, qui a été assez peu médiatisée, qui est l'étude Formalect, qui a été menée par un centre de recherche au niveau du CNRS de l'ENS en lien avec l'ADEP, qui s'intéresse aux méthodes d'enseignement de la lecture, par exemple. Vous savez, il y a quelques années, on était dans les années 60 dans le débat entre méthode syllabique, méthode globale. Aujourd'hui, ce débat, on en est à peu près sorti en se disant, sur les bases des avancées en sciences cognitives, qu'il était important d'apprendre la correspondance entre l'écriture, le graphème et le phonème, le son. Donc on est plutôt globalement dans une méthode qu'on dirait syllabique, mais il y a encore des divergences. Donc on a la méthode syllabique stricte, où vraiment on apprend purement à tout décoder, puis des méthodes où on apprend encore à reconnaître quelques mots comme ça en global. Il y a une étude très intéressante qui est sortie qui montre que, alors non seulement sur le constat de base, on a sur les manuels qui utilisent une méthode syllabique stricte, synthétique stricte comme ils disent, on a seulement 5% des manuels qui sont utilisés dans les classes de CP qui correspondent à cette méthode-là. Et ça a été réalisé sur un échantillon qui correspond à 20% des enseignants de CP en France. Donc c'est quand même assez conséquent. Et on voit que les enseignants qui utilisent cette méthode-là ont des élèves qui, dès le mois de janvier, ont vraiment des performances qui sont supérieures aux autres élèves, ceux qui utilisent les autres méthodes. Et cette différence de performance, elle se mesure encore en début de CE1. Et c'est particulièrement vrai pour les élèves qui se trouvent en difficulté en début de CP. Donc on voit qu'effectivement, il y a quand même des méthodes qui sont plus ou moins performantes, plus ou moins efficaces, notamment pour les élèves en difficulté. Mais cette connaissance-là, c'est quelque chose qui n'est pas encore forcément assez diffusé, assez largement essaimé dans les classes. Et c'est pour ça que je parle de formation continue. Oui, puis la problématique, c'est quand même le groupe. C'est-à-dire qu'en fait, une classe de 30 élèves et une classe de 12 élèves, on n'aura pas forcément les mêmes résultats, c'est certain. Et aujourd'hui, avec les sureffectifs, ça joue énormément sur l'apprentissage de la lecture, j'imagine. Bien sûr, et c'est ce qu'on fait alors, dans
dans nos programmes, on travaille en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, avec près de 500 enseignants qui, sur les académies de Lille, de Lyon, de Montpellier, de Versailles et de Créteil, travaillent avec nous sur un projet qui est le projet de lecture. Et tout l'enjeu de notre travail, alors on n'est pas révolutionnaire finalement dans la méthode d'enseignement puisqu'on s'appuie sur les données des sciences cognitives qui montrent un certain nombre d'acquis, notamment cette nécessité d'apprendre de façon progressive, développer la conscience phonologique, apprendre le code alphabétique, puis travailler la fluence, etc. Donc finalement, je dirais que c'est pas tant sur ça qu'on est innovant, c'est plutôt sur l'organisation de la classe et la façon dont on arrive à faire en sorte que chaque enseignant puisse dédier un temps suffisant pour accompagner tous les élèves. Parce que vous savez, il y a eu une étude il y a quelques temps d'un chercheur qui s'appelait Bruno Suchot qui montrait qu'il fallait à peu près 35 heures pour qu'un enfant de CP puisse apprendre à lire. Mais pas 35 heures de cours, 35 heures d'interaction entre lui et son élève. Or, en moyenne, dans une classe, un enseignant ne peut pas, sur l'année scolaire, dédier autant de temps à un élève. Il en dit combien ? Par journée, à peu près, en interaction directe, on estime qu'il a 5 à 7 minutes d'interaction quotidienne avec un élève, mais sur l'ensemble des disciplines, pas seulement sur la lecture. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'était de voir comment, avec les moyens de la salle de classe, de l'éducation nationale, dans l'école publique, on arrive à faire en sorte que l'enseignant puisse accompagner l'élève de façon individuelle. Si on prend sur l'aspect mathématique, par exemple, la méthode de Singapour, on en a beaucoup parlé, une méthode qui a priori fonctionne très bien puisque les pourcentages de réussite sont assez forts. On voit que le niveau des élèves en maths est assez élevé. Je crois que c'est un des premiers, il me semble. Dans les enquêtes, Voilà, dans les enquêtes en tout cas, effectivement. Les élèves ne sont pas confrontés à un exercice pour la première fois en ayant pour mission de l'apprendre et de le maîtriser, mais ils sont familiarisés très très jeunes avec ces méthodes-là, en fait, avec des notions de l'exercice. Est-ce que c'est pas ça finalement qui serait aussi à étudier et expérimenter ici ? Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est ce que soulignait le rapport publié par Cédric Villani et Charles Torossian déjà en 2018, qui avait effectivement je pense qu'il y a deux choses qu'on peut retenir. Il y a ce que vous appelez, ce que vous dites, cette notion d'exposer les enfants très tôt à un concept et puis ensuite y revenir de façon de plus en plus, en y ajoutant de la complexité, en rendant les choses un petit peu plus complètes. C'est ce qu'ils appellent dans la méthode de Singapour l'approche spiralaire, où en fait on va présenter assez tôt un certain nombre de concepts, mais on va y revenir pour permettre à l'enfant de consolider l'apprentissage. Et plus on y revient, plus il est exposé, plus on va complexifier la notion. On peut peut-être prendre un exemple juste pour que ce soit concret pour ceux qui nous regardent. Par exemple, sur les opérations. C'est quelque chose les 4 opérations sont amenées dans la méthode de Singapour relativement tôt. Oui. Donc une addition, par exemple, en petite section. On va l'aborder de façon très concrète. Alors ça, c'est l'autre aspect de la méthode. C'est l'autre aspect de la méthode de Singapour, c'est qu'on va avoir une approche qui va passer par du concret, par de la manipulation, avant de rentrer dans l'abstrait. Et ça va permettre à l'enfant de comprendre de façon un peu intuitive des notions mathématiques avant de devoir les symboliser avec des chiffres. Mais pour autant, c'est vrai que ce n'est pas institué en France, mais pour autant, lorsqu'on observe ce qui se passe dans les classes de petite section de mes enfants et des enfants des copains, et pour autant, on le voit, les enseignants reprennent cela. Alors, ça veut dire que dans la théorie, ce n'est pas complètement amené, mais dans la pratique, les enseignants, enfin les maîtresses et maîtres le font naturellement. Et je pense que c'est là où la limite avec la comparaison avec Singapour s'arrête. C'est que quand on parle de méthode de Singapour, c'est tout un système avec aussi un système de formation des enseignants, un contexte géopolitique qui est particulier, etc. Nous, on l'a vu. Alors moi, je peux vous parler de ce qu'on maîtrise, c'est-à-dire vraiment le programme mathématique qu'on a mis en place dans les classes de grande section de maternelle. Ça nous tenait à cœur, nous, d'évaluer l'impact pour savoir si la méthode qu'on amène a un impact positif ou pas, et si oui, lequel, le quantifier, comprendre ce qui marche pas. Et donc pendant 2 ans, on a mené une étude avec des chercheurs du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, où on a travaillé avec 1000 élèves de grande section de maternelle et leurs enseignants, et on a essayé de voir si le protocole qu'on amenait, qui était un mélange à la fois de manipulation d'activités, mais aussi une application numérique qui vient au service des enseignants et qui leur permet de savoir exactement où en est chaque élève, d'adapter la pédagogie, etc. Et surtout à chaque enfant de progresser à son rythme. Parce qu'en maternelle, n'oublions pas, quand on a des élèves en petite section, ils sont aussi bien nés en janvier qu'en décembre. Et entre 3 ans et 5 ans, ça fait une énorme différence. Une énorme différence, effectivement, en termes de maturité, en termes, effectivement, cognitifs. C'est absolument énorme, et on le voit d'ailleurs même après, aussi dans le développement sur la maturité quand ils sont adolescents. Pour revenir à la primaire, donc, il y a cette application qui s'appelle Axémat, il me semble, c'est ça ? Alors, qui est pour la grande section de maternelle. Nous, on travaille aussi sur la lecture avec des applications pour la grande section, le CP et le CE1, et un projet crayon papier. Voilà, c'est ça. Mais donc, il y a plusieurs choses que vous avez mis en place donc, avec Agir pour l'école.
maternelle. C'est une école en fait qui rendrait, si je comprends bien, il y a plusieurs choses, plusieurs axes, mais qui rêverait d'une école au cas par cas, on l'a dit, pour des raisons évidentes, c'est impossible, mais une approche en tout cas bénévole de 30 minutes par élève. Alors oui, sur le projet lecture, on travaille donc avec 500 enseignants sur les niveaux grande section de maternelle, CP et CE1, où l'enjeu c'est de leur mettre à disposition des outils d'apprentissage de la lecture qui vont s'organiser avec des petites séances, effectivement d'une 30aine de minutes par jour, où l'enseignant va prendre un petit groupe d'élèves qui a à peu près les mêmes besoins d'apprentissage, et donc il va les avoir en face à face et va pouvoir les faire travailler les uns après les autres. Vous revenez dans la logique finalement de Gabriel Attal et des groupes de besoins ou pas? Un petit peu, oui, tout à fait. C'est un peu cette logique-là de se dire, quand un enseignant a en face de lui 3 à 5 élèves qui ont à peu près les mêmes besoins, en fait le passage d'un élève va bénéficier aussi à un autre. Et l'idée, évidemment, c'est que ces groupes soient flexibles, muables dans l'année, ce qui permet à un enfant qui n'a plus les mêmes besoins de pouvoir rejoindre un groupe qui a d'autres besoins, et ça permet surtout d'individualiser l'approche. Et donc l'enseignant sait toujours, à tout moment dans l'année, quels sont les besoins de tel ou tel groupe d'élèves, et surtout ça permet de maximiser le temps d'apprentissage pour les enfants. Des outils pédagogiques, vous en parliez, les soft skills, qui peuvent permettre effectivement une approche différente, d'autres méthodes pour enseigner, toujours pareil, les savoirs fondamentaux, savoir les maths et le français. Tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, cette méthodologie, c'est une méthodologie qui va s'appuyer sur des ressources vraiment sur l'apprentissage de la lecture, mais on voit que le fait de mettre en place ce type de méthodologie va aussi permettre de développer des compétences d'autonomisation des élèves, parce que pendant que l'enseignant travaille avec son petit groupe d'élèves, le reste de la classe va travailler sur d'autres exercices qui vont permettre à l'enseignant de vraiment se concentrer avec son groupe. Donc on a aussi ça, on a aussi des capacités de finalement un peu ce qu'on pourrait appeler la métacognition, que les enfants se rendent compte exactement de ce qu'ils maîtrisent ou ce qu'ils ne maîtrisent pas, et ça c'est essentiel. Ça permet aussi de travailler la confiance en soi, parce que les enfants voient qu'ils progressent. Ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les mathématiques. C'est vrai qu'autour des mathématiques, il y a aussi souvent une espèce de blocage psychologique où les enfants vont dire « moi je suis nul en maths ». Mais c'est que la problématique des maths, effectivement, c'est on a bon ou pas bon. Exactement, c'est vrai. Alors ça peut être bien quand on est bon, mais quand on n'a pas bon. Est-ce que justement, il faut pouvoir aussi développer, c'est peut-être compliqué pour les enseignants, et on le comprend, mais cette capacité à aller chercher toujours le positif aussi chez l'enfant. C'est-à-dire dans les appréciations, souvent c'est assez rédhibitoire. Et c'est vrai que peut-être qu'il faudrait être un peu plus optimiste sur la capacité à évoluer. Oui, puis vous dites, ça, les maths, on a bon, on n'a pas bon, effectivement, mais on n'est pas nul en maths totalement. Il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qu'on ne comprend pas encore, et en fait, à force d'entraînement, on va y arriver. Et donc, ce qu'on essaye de faire avec nos outils, c'est de mettre à disposition des enseignants, finalement, des espèces d'assistants pédagogiques, des outils qui leur permettent, eux, d'adapter leur pédagogie. Donc, typiquement, sur le projet mathématique, ils vont savoir qu'un élève bloque sur tel sujet, très précisément, et donc ils vont essayer de lui réexpliquer d'une autre façon. Ça va permettre de le débloquer, à l'élève d'aborder le problème sous un autre angle et de se dire finalement, là j'ai compris, je peux passer à la suite. Et avec les parents peut-être aussi, une façon de pouvoir réorganiser en une sorte de logique tripartite, d'expérimentation tripartite, qui pourrait permettre aux parents d'être aussi forts sur ce point de vue-là. Je pense que c'est très important ce que vous dites, parce qu'effectivement, les inégalités qu'on peut observer entre milieux favorisés et défavorisés, parfois elle se joue pas tant sur les connaissances que sur vraiment la culture scolaire, je dirais. Sur le fait que, par exemple, en mathématiques, il y a des choses qu'on peut faire à la maison avec son enfant qui sont de l'ordre de l'activité quotidienne, et d'essayer de le solliciter quand on cuisine, quand on fait les courses, sur des petits exercices qui vont lui permettre de travailler les nombres, par exemple. Nous, on ne travaille pas directement avec les parents, mais on travaille sur le temps extrascolaire aussi et le temps périscolaire. Donc, soit les petites vacances, soit les grandes vacances. Des projets éducatifs en fait territoriaux qui sont mandatés, des associations, c'est ça, des fédérations d'éducation populaire, des collectivités sociaux, des collectivités. Voilà. Et vous travaillez, donc vous proposez effectivement tout un tas d'ateliers, d'expérimentation, d'outils et de soft skills qui leur permettent d'être plus puissants et d'être plus connectés finalement à la réalité. Tout à fait. Tout l'enjeu pour nous, c'est de réussir à faire travailler tout l'écosystème qui entoure l'enfant pour que l'enfant soit en réussite et qu'il y ait vraiment du partage d'informations entre... Dès le début, on a parlé de malheureusement de cette inégalité scolaire, cet échec scolaire, mais qui sont très souvent liés l'un et l'autre. Et on le voit pour les milieux défavorisés, tous ces élèves qui ont peut-être moins de chance que d'autres. Il y a bien entendu les activités périscolaires, extrascolaires, mais il y a aussi le numérique. Peut-être que là, pour le coup, la place du numérique pour lutter contre ces inégalités, elle peut être très positive. Tout à fait, tout à fait. Pour nous, on a choisi d'investir le numérique, pas parce qu'on est des ambassadeurs absolus du numérique. D'une part, pour nous, ce n'est pas du tout quelque chose qui vient remplacer l'humain.
c'est quelque chose qui vient assister soit l'éducateur, soit l'enseignant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une plus-value supplémentaire. Ensuite, on a un usage du numérique qui est un usage vraiment... ça permet d'augmenter le temps de travail, d'interaction et d'investir des espaces comme les centres sociaux, les grandes vacances, dont on sait que les grandes vacances sont un temps de déperdition des connaissances qui est assez fort. Même pour nous, hein. Mais pour tout le monde. On déconnecte trop. On voit pour tout le monde et c'est là où les inégalités s'accroissent. Il y a une note de l'ADEPE qui montre que justement tout le monde perd de la connaissance entre fin juin et début septembre, c'est normal, mais c'est aussi là où on voit un décrochage des élèves qui sont issus de milieux défavorisés. Et donc le numérique nous permet d'investir ces temps-là tout en s'appuyant sur les ressources qu'on a à ce moment-là, c'est-à-dire les animateurs qui sont en charge de la médiation, qui ne sont pas forcément des enseignants et dont ce n'est pas le rôle, mais qui peuvent néanmoins permettre aux élèves de consolider leurs connaissances. Parfait. Écoutez, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Mi Chang-pei, pour nous parler de Agir pour l'école. Je rappelle que c'est une association, loi de 1901, et qui donc milite et agit contre l'échec scolaire et contre les inégalités aussi. Merci mille fois. Merci infiniment à vous de m'avoir reçu. Merci. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans le Grand JT. De retour dans le Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Vincent Blaviel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Antoine Barton, bonjour. Bonjour Virginie. Merci également d'être avec nous. Vous êtes tous les deux co-auteurs des textes et chansons de Smartville. Rose et le jardin, Antoine Barton, Vincent Blaviel et Renan, on dit Renan, hein, c'est ça ? Renan Badel, qui est l'illustrateur, effectivement, qui n'est pas avec nous, mais que l'on salue, bien entendu. C'est paru aux éditions Glénat. Smartville, c'est assez génial, c'est un conte musical à lire et à écouter, à entendre, qui porte un regard moqueur, impertinent, on dit ça comme ça, sur notre société qui est à la fois hyper industrialisée, hyper connectée, qui n'en peut plus. Je peux lire les premières phrases. Bon, je ne déflore pas quand même, hein. Je ne divulgage pas. Il était une fois, moi, Rose, j'ai 10 ans et j'habite avec mes parents dans une petite maison à Smartville. Smartville est vraiment une ville très chouette. Tout y est neuf, droit, blanc, bien rangé. Smartville a été élue ville la plus propre du monde cette année. Oh, c'est terrifiant. C'est exactement ça. C'est le principe. Mais c'est ce qu'on recherche, en fait. C'est ça. C'est ça. On est là pour se moquer de ce qu'on recherche, de ce que l'humain est en permanence en quête. Exactement. Voilà, ça se passe dans un monde effectivement hyper connecté, qui est en fait un futur très très proche. Et tout le monde a sur les yeux des globephones, qui sont des sortes de lunettes de réalité virtuelle qui ressemblent un peu à ce qui arrive aujourd'hui de ce côté, quoi. C'est ça. Voilà. Et comment est né le projet Smartville ? Alors, j'imagine, effectivement, il suffit de regarder un peu ce qui se passe autour de nous pour se dire qu'il y a urgence à écrire, urgence à se moquer déjà, et peut-être en référence à ce triste anniversaire de la semaine dernière des attentats de Charlie Hebdo, c'est bien de peut-être dire qu'il faut rire de tout, et en tout cas tout parodier pour peut-être mettre un peu mieux les pieds dedans. Oui, c'est vraiment l'idée. Ce qu'on a voulu faire, c'est amuser les gens et puis s'amuser nous, surtout, amuser nos enfants, parce que quand on a commencé à écrire, on avait déjà, et Antoine et moi, mais séparément, des enfants qui étaient en âge d'apprécier, voilà, on regardait tous les Pixar, tous les Disney, et on avait envie de se mettre dans une histoire comme ça. Et de parler de ce qui allait concerner en fait nos enfants très vite. Donc plein de sujets. Il y a l'écologie notamment en toile de fond. On va y revenir. Il y a la gestion des rapports humains à travers la digitalisation des rapports. Et puis chaque chanson a un petit peu apporte un thème en fait à discuter entre parents et enfants. Voilà, on va y revenir sur tout cela. Effectivement, juste un point, ce sont les phrases qui suivent après. Et ça m'a fait mourir de rire parce que ça me fait penser à mon quotidien. De cette mère qui travaille à la Globe Company et qui, en fait, a un appel. Pour reacher la target, il faut absolument qu'on brainstorm ASAP sur la propale en conf call avec les BizDev en mode War Room pour checker si ça fit bien avec le forecast, etc. etc. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est un anglicisme permanent. On en rit beaucoup. Et on s'inquiète aussi sur School TV quand on parle J'ai beaucoup travaillé en agence de communication. J'ai pas besoin de chercher très loin. Agence de pub. Ouais, j'ai pas eu besoin de chercher très loin pour ça, mais mes collègues, certains se reconnaîtront s'ils m'écoutent. Mais peut-être vous-même, non? Oui, oui, bien sûr. Quand on parle de fact-checking, par exemple, avec notre ami Mark Zuckerberg il n'y a pas si longtemps, on est constamment dans l'anglicisme. Oui, on essaie de se moquer gentiment de notre monde et de nous-mêmes, forcément, parce qu'on en fait partie et qu'on est les premiers à être hyper connectés sur nos téléphones. Et donc, ça parle beaucoup de ça,
effectivement Smartville de l'ultra connexion. Sinon, ça nous fait... Les parents de Rose, Rose c'est le personnage principal, comme vous l'avez dit. Les parents de Rose représentent chacun à leur manière les excès de la digitalisation, c'est-à-dire qu'il y a la working girl, sa maman, donc, qui est exactement comme vous venez de la décrire. et son père, c'est l'excès inverse, c'est-à-dire que lui, il cherche du travail, mais pas trop. Et qui a un sens. Il voudrait un travail qui a un sens. Du coup, comme il ne trouve pas de sens, il ne trouve pas de travail non plus. Et il est dans son Globephone, qui est, on a tous compris ce qu'était le Globephone et qui était la Globe Company qui régit tout Smartville. C'est ça. À 11h, il a Globe Shopping, ça coûte 25 unités. À 13h, il a une Globe Pizza qui coûte 72 unités. Oui, tout est minuté par l'appareil. C'est l'appareil qui décide, en fait. C'est le Globephone qui décide de nos vies, ce qui n'est absolument pas du tout proche de la vie réelle, mais pas loin. Oui, c'est ça la question. Non, mais vraiment, vous avez l'impression que c'est proche ou pas? On a l'impression que ça arrive, quoi, avec l'intelligence artificielle, toutes ces choses dont on nous parle, on se dit on n'est pas loin, et donc on avait voulu pour pas avoir, quand on a peur de quelque chose, vaut mieux essayer d'en rire, quoi. C'est ce qu'on s'est dit avec Vincent, et on est à peu près de la même génération tous les trois, j'imagine. Est-ce que nos enfants, est-ce que ceux qui vont lire aussi, parce que c'est fait aussi bien pour les enfants que pour les plus vieux, mais est-ce que tous ces jeunes qui vont lire effectivement c'est quoi ça, ce conte, est-ce qu'ils vont réagir de la même manière? Est-ce qu'ils vont se rendre compte que cette jeune maman hyper anglicisée est assez ridicule? Est-ce qu'ils ont ce recul-là ou pas? On a l'impression que oui, parce qu'on a beaucoup de retours évidemment d'enfants, beaucoup de retours de parents et beaucoup de retours d'enseignants aussi. Beaucoup plus que ce qu'on pensait. Beaucoup d'enseignants entre la dernière année de maternelle et donc la grande section et le CM2. Utilisent Smartville avec des points de vue différents, parce qu'il y a beaucoup de sujets abordés, puis il y a beaucoup de degrés de lecture. Ça parle effectivement, en tout cas, on a voulu parler aux parents, c'est-à-dire à nous-mêmes, et puis aux enfants, et essayer de faire des ponts, utiliser ces différents chapitres et ces différentes chansons pour faire des rencontres et des discussions entre les générations. On a l'impression qu'effectivement, les enfants comprennent beaucoup plus de choses beaucoup plus spontanément, avant même qu'on leur explique, ils comprennent très vite. Je pense qu'ils ont même compris avant nous l'urgence de la planète, justement, à laquelle vous faites allusion, notamment dans Smartville. Vous dites les ponts entre nous et eux, mais c'est plus tard entre eux et nous, parce qu'en fait, c'est notre génération qui n'est pas assez... conscientisés, sensibilisés. On a des enfants qui nous font beaucoup la morale au quotidien sur l'écologie, sur le recyclage, sur les transports. Eux, ils sont hyper sensibles aux enjeux, et heureusement d'ailleurs qu'ils sont là, parce que c'est eux qui vont devoir réparer nos bêtises. En espérant qu'ils arrivent à les réparer. Il y a justement ce petit, comment vous dites ça, ce jardin, ce petit paradis. C'est le jardin de Baba Gaïa. Voilà, le jardin de Baba Gaïa. La supposée sorcière de l'histoire. Qui est là, qu'on voit, avec les illustrations de Renan Badel qui sont là. Il y en a beaucoup, mais celle-ci que je trouve particulièrement jolie. C'est le dernier espace vert de Smartville, parce qu'on ne l'a pas vraiment dit, mais il n'y a pas de végétaux dans Smartville, pas de végétaux, pas d'animaux non plus, parce que c'est plus propre, sauf dans ce jardin. C'est tout blanc. C'est tout blanc, effectivement. Et à ce jardin, ses parents lui interdisent à Rose de rentrer dans ce jardin, parce que c'est plein de bêtes sauvages, des insectes, etc. Donc c'est très virtuel, les insectes. Et elle, on lui a dit, on le sait pas. Et du coup, elle va quand même rentrer dans ce jardin et vivre une aventure incroyable, et même devoir sauver le jardin. Même là, on va pas tout raconter. Mais... Non, on va pas tout raconter, parce que déjà, je sens que j'ai spoilé un truc. Déjà, je sens que j'ai les yeux noirs. On parlait d'un conte donc à lire, bien entendu, mais aussi à écouter, car c'est un conte musical. Et il y a ici, à l'ancienne, le petit... À l'ancienne. Non mais c'est vrai, c'est à l'ancienne, c'est vrai. Vintage. On est tellement dans les applis qu'on se rend plus compte, quoi. Alors c'est vrai qu'on a les retours des vinyles, et tant mieux, parce qu'on adore ça. Mais regardez-moi ce petit objet magnifique. Il est mignon. Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu. Il est mignon, il est à l'envers, là. Oui, il est à l'envers. Ah oui, ça y est, Vincent. Alors donc, ces textes, ces chansons, racontez-nous comment vous avez réussi à organiser cela. C'est à la fois à écrire effectivement on parlait par exemple de ce chapitre, si je peux appeler ça comme ça, de la maison de Baba Gaïa, à la fois un texte pour la lecture et à la fois pour l'écoute. On voulait que ça alterne des dialogues et des chansons. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'allers-retours avec Vincent. Au départ, moi j'étais plutôt l'auteur et lui le compositeur, et puis on s'est tellement échangé de choses qu'on ne sait plus trop qui a fait quoi. Je crois qu'on a vraiment fait à quatre mains l'objet, quoi. Et on se connaît très bien, et c'est allé
très vite et de façon très fluide. Et on voulait vraiment que ce soit, nous, nos modèles aussi, c'était Milly Joly, c'était le Soldat Rose, c'était les choses qu'on a entendues quand on était enfant ou jeune. Et on voulait vraiment ce format qui échange à la fois, qui alterne vraiment dialogue, chanson, parce qu'on aime ça, quoi. Et... Vous parlez de Soldat Rose, il y a énormément d'artistes qui ont participé à ce projet Smartville. Mathieu, j'ai pas vu s'il en faisait partie chez Did. Non. Alors, mais Aldebert, Benabar, il n'y a plus de place, oui, tu parles. François Morel et Anne Noguera, c'est ça, Dorothée Pousseau, Sanseverino, évidemment, j'en oublie. Bien sûr. Fantastique, ils ont tous dit oui comme ça en un clin d'œil. Quel a été le point d'appel? L'argent, principalement. Et le besoin d'exposition. C'est quasiment tous des copains. Avec Antoine, on traîne dans le milieu de la musique depuis un petit bout de temps, et ce sont des amis pour la plupart. Enfin, pour la moitié, je dirais. Et puis il y en a qu'on a rencontrés à cette occasion-là, mais on faisait lire l'histoire, on envoyait 2-3 maquettes, et très honnêtement, je crois que tout le monde a dit oui. Je crois pas qu'on ait eu pour s'amuser. Qu'est-ce qui les a motivés? Qu'est-ce qui leur plaisait dans le projet? Je crois que l'histoire les a touchés. Enfin, c'est ce qu'ils nous disent pour nous faire plaisir, peut-être. Et puis les chansons également. Voilà. Et puis la perspective de se marrer à le faire ensemble, ça a vraiment été le cas. Tout le monde n'a pas travaillé le même jour. Hein. On a eu plusieurs séances de studio. Et à chaque fois, ce sont des très très bons souvenirs. Un projet de copain, quoi. Un projet de copain qui va se traduire en spectacle? Oui, après le disque, effectivement, ça va être adapté sur scène. Alors, pas avec tous ces noms-là, parce que ce serait compliqué de les réunir sur une scène. Mais il y a Léopoldine Nachache qui joue le rôle de Rose sur le livre et qui va être aussi le premier rôle sur le spectacle. Elle a une bande avec elle de comédiens et de chanteurs, de musiciens qui l'accompagnent un peu tout le temps. Et donc, qui sont 4 sur scène. Et ça va être un spectacle dont la première est prévue bientôt au Café de la Danse à Paris. Génial. Un live, donc, avec une troupe, avec des vrais musiciens. Qui jouent tout en live, qui vont jouer en live et jouer aussi les dialogues, qui vont quasiment reproduire l'ensemble du disque ou presque en live. Et puis après, ça va partir en tournée à travers la France. On espère qu'il y aura beaucoup de dates. Mais bien sûr, je vous le souhaite évidemment. Je crois que c'est presque complet. D'ailleurs, est-ce qu'on dit presque complet? C'est complet, voilà, on va pas se mentir. Plus qu'un conte, effectivement, on l'a dit, musical, qui est à la fois à lire et à écouter, c'est un spectacle, c'est un projet, une bande de potes qui se réunit. Ça veut dire aussi forcément une sensibilisation un peu différente lorsque vous rencontrez des jeunes. Est-ce que vous avez fait vous avez poussé le projet jusqu'à aller le pitcher dans certaines écoles, à en parler ou pas? Moi, je suis allé pitcher dans l'école de ma fille qui à l'époque était en CM2. Ouais. Donc je suis allé pitcher, on a écouté des chansons, je leur ai expliqué l'histoire, on a échangé. C'était hyper formateur. On était en train de finaliser le projet, donc ça nous a aussi aidé. On a été à l'écoute de tout, et notamment des petites oreilles qui sont les premières cibles, quoi. Et c'était hyper intéressant d'échanger avec les enfants et qui étaient d'accord pour dire qu'on était trop connectés, leurs parents notamment, et que ça manquait de verdure en ville, que le vivre ensemble c'était important. Enfin, c'était hyper intéressant de voir comment ils sont hyper déjà sensibles à toutes ces questions, quoi. Et la chanson, pardon, sur ce sujet, je dois dire qu'avec notre éditeur, on réfléchit à une manière de développer ça, parce qu'on a beaucoup de demandes spontanées en fait d'enseignants. Et d'écoles pour le spectacle d'une part, mais aussi pour des interventions. Donc on va mettre ça en œuvre. On a hâte d'aller rencontrer effectivement les enseignants et les enfants. Donc le message est lancé. D'ailleurs, la chanson, je voulais y faire allusion parce que quand on sera grand, elle est quand même géniale. Comment ils ont réagi quand c'est donc... C'est nos enfants qui ont chanté. C'est vos enfants qui ont chanté ? Sur quoi? Quand on sera grand? Non, pas celle-ci. Comment ils ont réagi quand ils l'ont... Il y a nos enfants qui chantent dans le conte, effectivement. Ils jouent le rôle. Cette chanson. On a 2 enfants chacun qui jouent les 4 rôles des petits museaux. Je me sens pas. Des petites souris. Donc au moins sur la première du spectacle, vous êtes obligé de les faire venir, les convier sur scène. Non, ils vont venir dans le public, ils vont donner leur avis, ils vont critiquer. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais quand on sera grand, sur cette chanson-là, effectivement, c'est des enfants qui parlent de leurs parents, et c'est la crise de pré-ado, on va dire, cette chanson. Et oui, on est en train de la vivre en ce moment avec nos enfants. Les miennes, elles ont une petite cousine qui, quand elle a écouté ça pour la première fois, elle fait comment c'est trop vrai. Ouais, c'est vrai que c'est trop vrai. Et c'est flippant tellement c'est trop vrai. Enfin, ce côté trop blanc, je sais pas, mais le côté d'imaginer des villes comme ça, où on est complètement déshumanisé, où on ne se parle pratiquement plus, c'est vrai que
voilà, ça m'a d'autant plus touchée. Ça a l'air flippant, mais c'est quand même rigolo comme à écouter. Ah, c'est très drôle. C'est à pleurer de rire, très impertinent. Ça se termine bien à la fin. Ça se termine bien à la fin. Oui, c'est vrai que ça se termine bien, il faut le dire. Je ne pense pas que les enfants ont peur de ces livres qui pourraient mal se terminer. Non, c'est pas un livre qui fait peur. Tous les Disney sont terrifiants, tout ça, dans l'absolu. Mais dans les rues de Smartville, voilà aussi un titre qui est assez génial. Quelque chose a changé dans les rues de Smartville. Un vent de liberté souffle enfin sur la ville, comme quoi la liberté est un thème qui revient souvent. La vie est belle, on se sent pousser des ailes quand s'envolent les hirondelles, etc., etc. Bref, je vous recommande d'urgence de lire et d'écouter Smartville, paru aux éditions Glénat. Smartville, Rose et le jardin. Donc Antoine Barton, Vincent Blaviel et Ronan Badel, que l'on salue, qui n'est pas avec nous, mais qui est illustrateur et qui a fait un travail absolument remarquable. Merci à vous deux. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. J'espère qu'on sera invité au spectacle, quand même. Certainement. Attendez. Intérêt à venir. 26 janvier ? Ouais. Ok, ça marche. C'est noté. Merci. On va tout de suite retrouver Adrien pour sa chronique. Dans votre chronique, Adrien, aujourd'hui, vous faites la lumière sur ce qui s'est passé tout au long de la semaine dernière. Et la France commémorait les attentats de janvier 2015. Une semaine de commémoration d'hommage, comme c'est le cas chaque année depuis janvier 2015. Et cette année marquait donc les 10 ans d'une série d'attaques terroristes islamistes en Île-de-France. D'abord, le 7 janvier, avec une tuerie au siège du journal satirique Charlie Hebdo. 2 djihadistes français, les frères Kouachi, assassinent 11 personnes, dont 8 collaborateurs du journal, et en blessent 11 autres avant de tuer dans leur fuite un policier déjà blessé et à terre. Parmi les personnes assassinées, Charb, l'un des dessinateurs de Charlie Hebdo, déjà menacé à plusieurs reprises et tué en même temps que le policier qui assurait sa protection. La directrice des ressources humaines du journal, Marie Cabrette, raconte comment elle l'a vécu, elle qui était à l'extérieur des locaux à cet instant précis. Moi, je ne pouvais pas attendre de savoir les choses par la télé, par la radio. Donc vous avez appelé votre contact au commissariat du 11e et c'est là où on vous a tout dit. On ne m'a pas tout dit, mais moi je voulais savoir pour Charles, parce que Charles était mon compagnon. Donc je voulais évidemment d'abord savoir pour Charles. Et là, j'ai hurlé pour ne... J'ai dit après, j'ai hurlé pour ne pas mourir étouffé de rage et de colère, parce que... Je n'imaginais pas des balles de Kalachnikov dans une salle de rédaction en plein Paris. Par contre, je savais combien ils étaient menacés, et en particulier Charb, qui, je le rappelle, avait été ciblé par Al-Qaïda Yémen sur une affiche aux côtés de Salman Rushdie, recherche pour crimes contre l'islam. Kouachi seront finalement abattus 2 jours plus tard par le GIGN après une prise d'otage dans une imprimerie à Dammartin-en-Goël en Seine-et-Marne. Mais leur action commune ne s'est pas arrêtée là. Retour en arrière le 8 janvier 2015. Le terroriste Amédi Koulibaly tue Clarissa Jean-Philippe, une policière de 26 ans à Montrouge dans les Hauts-de-Seine. Son coéquipier de l'époque, Jonathan Berdal, revient sur cet épisode traumatisant au micro de Linda Rousseau. Tous les matins, quand je claque mon casier de travail, je pense à elle. On a une photo aussi dans notre poste de police. Quand on travaille, elle est là, elle nous regarde. C'était une fille extraordinaire, souriante, battante et fière de sa maman. Sa maman l'a rejoint. Pourquoi ? Sa maman, malheureusement, est partie ce 17 novembre. Et j'espère que, voilà, en haut, ça vit. Et qu'elle me regarde, surtout. Le lendemain, le 9 janvier, Amédi Koulibaly assassine 4 personnes de confession juive dans une supérette cachère porte de Vincennes. Il est abattu lors de l'assaut policier. Un événement marquant, comme le rappelle Jonathan Arfi, président du CRIF. C'est une date qui fait mal parce qu'elle renvoie à un moment douloureux de l'histoire des Juifs en France. Un moment où on a été frappé dans notre chair, où s'est brisée une partie de la confiance qu'on avait dans l'avenir. Une partie de la capacité à se sentir juif sereinement dans la société française. Et oui, quand on regarde l'attentat de l'hypercachère, on voit un événement qui était il y a 10 ans, mais dont les conséquences sont encore présentes aujourd'hui, dont les causes aussi sont présentes, puisque certes, c'était un épisode djihadiste qui est derrière nous, mais lui, l'islamisme qui l'a porté, est toujours présent. Et donc pour les Juifs de France, cette menace, elle ne se conjugue pas qu'au passé, mais aussi sous nos yeux. Des attaques terroristes qui ont frappé le pays, donc la France touchée, mais la France qui se mobilise. Plus de 4 millions de personnes manifestent lors des marches républicaines des 10 et 11 janvier 2015 sur tout le territoire. 44 chefs d'État et de gouvernement défilent à Paris avec plus d'1,5 million de personnes.
Et vous l'avez dit, Adrien, la France commémore chaque année ses victimes. La justice française, de son côté, a condamné les soutiens ou complices des frères Kouachi ou d'Amedy Coulibaly. Parmi eux, Hayat Boumediene, une jeune femme qui pourrait détenir les derniers secrets de ces attentats. Elle est aussi l'un des visages de ces attaques de janvier 2015, moins connu. Hayat Boumediene s'est radicalisée au contact d'Amedy Coulibaly. Au domicile du couple, un drapeau de Daesh avait été retrouvé par les enquêteurs. Un homme et une femme liée par l'islam radical. Condamnée à 30 ans de prison, la jeune femme de 36 ans aurait pris la fuite et serait toujours en vie selon les enquêteurs, persuadée qu'elle se cache quelque part en Syrie. Des convictions et un témoignage recueilli par le Parisien qui va dans ce sens, celui d'une revenante du djihad qui assure l'avoir côtoyée pendant plusieurs années en Syrie avant de revenir en France début 2020. Après avoir respecté un délai de 4 mois et 10 jours imposé par les règles islamiques, Hayat Boumediene se serait remariée à un combattant de Daesh de nationalité tunisienne. Une fois qu'elle s'est remariée avec Abou Talha, qui était très jaloux comme mon mari, il ne la laissait plus sortir. Suite aux différents combats avec les forces démocratiques syriennes et la coalition internationale, Hayat Boumediene doit être en mouvement permanent dans tout le pays et 4 ans après son arrivée, son nouveau mari serait mort en opération début 2019. Toujours selon la revenante, elle se serait constituée prisonnière auprès des forces kurdes, puis aurait vécu sous différentes identités. Elle aurait changé physiquement et serait à peine reconnaissable. Chez nous, l'enquête à son sujet se poursuit. La revenante estime qu'Hayat Boumediene est toujours une menace pour la France, le pays qui est 10 ans après les attentats de janvier 2015 et pour différentes raisons également. Toujours en urgence attentat. Il s'agit du niveau d'alerte le plus élevé du plan Vigipirate. Un état d'alerte dans le pays, un travail de conscience, un devoir de mémoire. Que reste-t-il de l'esprit Charlie 10 ans après? C'est la question qui revient évidemment avec insistance. D'autres interrogations derrière. Jusqu'où peut aller la liberté d'expression? Peut-on rire de tout? A-t-on appris de ces attentats et de l'impact qu'ils ont eu sur Charlie et sur la France? Autant de questions qui animent le pays et particulièrement les jeunes générations. La semaine dernière, dans le Grand JT, Virginie, vous receviez justement Pierre Lissia, délégué référent laïcité et citoyenneté de la région Île-de-France. Écoutez ce qu'il disait sur le sentiment d'adhésion aux principes de laïcité et de liberté d'expression en recul chez les jeunes générations. On a eu cette semaine, dans le numéro de Charlie Hebdo, le numéro qui commémore les 10 ans de l'attentat, un sondage réalisé par l'IFOP qui indique que un tiers des moins de 35 ans, des jeunes de moins de 35 ans, considèrent qu'on ne peut pas rire de tout, en tout cas caricaturer tous les sujets. Et ça, c'est quelque chose de préoccupant. Et par ailleurs, dans les lycées aujourd'hui en Île-de-France, vous avez des élèves qui ont 15, 16 ans, qui, il y a 10 ans, avaient 5 ans, 6 ans ou 7 ans. Et donc, à 5 ans, 6 ans ou 7 ans, ils n'étaient pas en mesure, à l'époque, de prendre conscience du choc que ça a été, du choc national et même mondial que ça a été ces attentats, et même de comprendre les enjeux autour de la question de la liberté d'expression et de la laïcité. Et en fait, ce travail-là, c'est un travail pédagogique qu'on construit avec les enseignants. Ce travail-là, on ne l'a plus fait pendant des années. Pourquoi, selon vous? Parce que je crois que le principe de laïcité a toujours été perçu comme étant intangible et comme étant finalement un acquis. Et qu'on en a oublié, ou du moins on s'est dispensé dangereusement de continuer à le transmettre, à l'apprendre, et on finit par, pas forcément l'oublier, mais en tout cas on ne le comprend plus. Alors, on a entendu l'importance d'enseigner les principes de laïcité et la liberté d'expression à l'école, les caricatures de Mahomet récurrentes chez Charlie Hebdo et au cœur des attaques subies par le journal en 2015, mais aussi de l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie tué le 16 octobre 2020 pour les avoir étudiés en cours. Un exemple qui cristallise les tensions, mais parmi tant d'autres, de la liberté de caricaturer et la nécessité de transmettre ces valeurs aux jeunes générations, comme le rappelle Christine Guimonet, secrétaire générale de l'Association des professeurs d'histoire-géographie. Il faut à la fois essayer d'expliquer ce qui peut sembler insensé, inexplicable, gérer les émotions des élèves, donner des clés de compréhension de ce qui se passe. Et très vite, en fait, on s'est rendu compte que d'une classe à l'autre, des élèves qui avaient une grande maturité étaient extrêmement choqués de ce qui s'était passé.
même s'ils ne lisaient pas Charlie Hebdo. Et j'ai le souvenir d'élèves du lycée qui sont allés spontanément demander à l'administration de faire des photocopies. Et ils ont affiché le petit dessin « Je suis Charlie » sur toutes les portes des salles de classe. Ça, c'était un souvenir marquant. Et ce qui est important, c'est d'avoir un dialogue constructif avec les élèves, de leur permettre de poser des questions, de se poser des questions et d'essayer de comprendre dans la discussion qu'on a avec eux d'où peuvent venir les réticences, d'où peuvent venir les propos parfois décalés ou choquants que certains pourraient tenir. Parce que si on renonce à notre mission explicative et si on dit non, ça on ne doit pas en parler, ça ne se dit pas, on renonce à notre mission d'éducateur, ce qui veut dire que l'élève va rester avec ses préjugés, souvent avec ses ignorances, et on n'aura pas avancé d'un iota, enfin surtout lui. Donner les clés de compréhension aux jeunes et à chacun finalement, c'est une mission de l'éducation nationale. La société tout simplement doit se rappeler à ses principes fondamentaux que sont la laïcité et la liberté d'expression, se rappeler 10 ans après de ces événements et de ce jour qui ont marqué l'histoire. Rhys, dessinateur et directeur de l'hebdomadaire satirique, en parlait la semaine dernière à l'occasion de cet anniversaire. Durant ces 10 années, en fait, on a vu tout doucement cet événement passer de l'actualité à l'histoire. C'est vrai que maintenant, au bout de 10 ans, c'est un événement qui doit être abordé de manière comme un événement historique, qui doit être transmis à des nouvelles générations qui ne l'ont pas vécu ou qui n'ont pas le souvenir, comme un événement historique. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre, on est à la fois dans une mémoire personnelle de ce qu'on a vécu, de son ressenti personnel, mais en même temps, il faut aussi presque en parler pas comme des historiens, mais presque. Il faut, quand vous avez des lycéens, il faut refaire un peu l'historique de tout ce qui s'est passé, de l'histoire des caricatures, qu'est-ce que c'est que Charlie, quand est-ce que ça a été créé. Donc il faut presque faire un travail maintenant d'historien. Les attentats de janvier 2015, c'était il y a 10 ans donc, une date historique dans l'histoire du pays. La semaine dernière, la France se souvenait et la France doit continuer de se souvenir. Merci pour cette chronique très complète, Adrien. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Gennady Pak, je rappelle que vous êtes le fondateur de J'Explore. Vous allez nous présenter J'Explore dans un instant. D'abord, un chiffre, parce que vous avez donc mené cette étude où on apprend notamment que 91% des jeunes déclarent que l'orientation professionnelle est un sujet important pour eux notamment, mais seuls 62% d'entre eux disent avoir été sensibilisés à ce sujet tôt, suffisamment tôt en tout cas. Pourquoi, selon vous, justement, les jeunes sont-ils si peu accompagnés dans ce domaine dès le début de leur scolarité? Est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est justement ce qui est montré par votre étude? En tout cas, avec les jeunes que nous travaillons depuis plus de 4 ans avec J'Explore, nous les rencontrons, nous faisons des ateliers dans les classes et en fait, on voit que les chiffres montrent un constat qui est partagé depuis, je pense, pas mal d'années. C'est que quand on doit faire un choix, on le fait très tard. On le fait en 3e. C'est en dernière année, en réalité, qu'on est un peu poussé à faire le choix. Et puis après le lycée, à l'ouverture en fait, de Parcoursup, avant c'était APB, donc la situation des jeunes n'a pas trop changé. On est toujours un peu dans l'urgence. Et nous, avec J'Explore, on a voulu prendre un petit peu le pouls de ces jeunes et de voir est-ce que les jeunes aujourd'hui sont déconnectés par rapport au monde du travail, au monde de l'entreprise, au monde du supérieur aussi, parce que c'est un des objectifs de Parcoursup. On voit en fait que dans les faits, c'est pas le cas. Les jeunes se sentent très concernés par l'orientation et par leur propre orientation. Je pense que c'est quelque chose qui est d'autant plus vrai aujourd'hui, parce que nous avons un monde qui change, nous avons un monde qui se transforme. Le numérique, on en parle depuis maintenant beaucoup de temps, mais pas que, il y a aussi les transitions écologiques et environnementales. Les jeunes se posent des questions et leur rapport au monde du travail change aussi. Il y a un chiffre qui est partagé par l'INSEE, que nous partageons également dans nos actions, c'est qu'un Français aujourd'hui va changer de métier entre 5 à 13 fois au cours de sa carrière. Ah oui. On n'est plus dans la génération de nos parents qui vont faire le même métier toute notre vie et nos grands-parents encore moins. Aujourd'hui, on doit se poser des questions tout le temps et aujourd'hui, un des freins à ça, c'est l'information. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas suffisamment informés dans leur orientation et ne savent pas toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Au collège, un jeune connaît environ une dizaine de métiers. C'est les métiers, vous savez, policier, avocat, médecin, prof. Les métiers des parents aussi, j'imagine. Les métiers des parents. Et en fait, quand on regarde un petit peu pourquoi ces métiers-là sont connus par les jeunes, en fait, ce sont les métiers des contes pour enfants. En fait, c'est les métiers du 19e siècle. D'accord. En fait, ils ne connaissent pas les métiers de demain. Les métiers de demain, il y en a plein. Et le monde va se transformer, il faut les connaître, justement. On a fait bon nombre d'émissions avec Alix, y compris avec des gens d'administration. Et
on se met aussi dans leurs chaussures et des fois, ils ont l'air de se dire que c'est vrai que... Enfin, on n'arrive pas à savoir quelle est la limite entre moquerie, chamaillerie. Alors, du moment où c'est répété, que ça blesse la personne... C'est la différence. C'est du harcèlement. Si c'est... ouais, je t'aime plus, t'es plus mon copain. Non, là, c'est de la chamaillerie. Mais du moment où c'est répété et que ça blesse la personne, que ce soit physiquement ou mentalement, hein, ça s'appelle du harcèlement. Une fois, enfin, si c'est à partir de 2 fois, ça s'appelle du harcèlement. Comment se manifestait justement au quotidien ce harcèlement et comment il vous en faisait part? Est-ce que vous avez l'impression que ça allait justement crescendo ou c'était par période? Alors, quand il m'en faisait part, il me le disait clairement. Et à la maison, ça se ressentait... je pensais que c'était la crise d'adolescence parce qu'il était en plein dedans. Hein, ça reste un adolescent de 13 ans. Donc je pensais que c'était l'adolescence et au final, non, c'était juste son mal-être qui ressortait. Mais étant donné qu'on n'a pas été soutenu ou guidé par l'établissement, on n'a pas eu d'aide, c'est compliqué. Enfin, pas de psychologue, pas d'assistante sociale pour en parler avec eux dans l'établissement, c'est compliqué parce que il se renfermait sur lui-même, il était violent dans ses paroles, enfin voilà, il répondait, mais je pense qu'il faisait ça parce que voilà, on était les seules personnes qui dans tous les cas l'aimeront toujours, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, donc même si je suis violent à la maison au niveau paroles et que je réponds tout le temps, maman elle m'aimera toujours. C'est ça. Donc je me lâche et puis voilà. En fait, les chiffres officiels, c'est 1 enfant sur 10. Il faut savoir que ces chiffres, en fait, ils viennent d'enquêtes de prévalence, c'est-à-dire d'enquêtes établies auprès d'adultes, donc d'anciens enfants, à qui on demande s'ils ont vécu ou pas. Et après, la question va varier. Et en fonction de la question, c'est-à-dire plus la question demande « Est-ce que vous avez vécu l'inceste ?» moins on a de réponses positives. Plus la question devient précise « Est-ce qu'on vous a fait tel ou tel geste ?» plus la question devient positive. La réponse. Plus la réponse devient positive, plus les chiffres augmentent. C'est ça. Et ensuite, de ces enquêtes, en fait, le problème, c'est que beaucoup de personnes ne vont pas non plus répondre par la positive, ne vont pas dire qu'elles ont été victimes, alors qu'elles l'ont été pour plein de raisons. La première, c'est que l'inceste entraîne énormément de suicides, donc les morts ne répondent pas. L'inceste, les violences sexuelles en général, marginalisent, donc envoient à la rue, par exemple. Toutes les personnes qui sont à la rue ne sont pas enquêtées. Et puis, il y a l'amnésie traumatique, qui est un phénomène où le cerveau va couper la mémoire pour survivre à la violence. Phénomène que vous avez vécu. Que j'ai vécu. Et donc, moi-même, j'ai été amnésique de mon inceste pendant 40 ans. 40 ans. Et je précise tout ça pour dire qu'en fait, les chiffres sont complètement sous-évalués. On n'a aucun moyen de savoir... C'est un minimum, on va dire. Voilà, c'est un minimum. Alors justement, comment vous les accompagnez, ces jeunes, avec J'Explore? Alors avec J'Explore, nous les accompagnons à travers 2 formats. Donc notre solution, c'est une solution qui s'appuie sur la réalité virtuelle, qui leur permet de se projeter dans divers environnements professionnels et leur permettre de vivre les métiers. En 5 minutes, on peut vivre une situation de travail, on peut pratiquer un métier, découvrir l'envers du décor et en fait emmener les jeunes là où ils ne peuvent pas y aller. D'accord. Donc dans une usine, dans un bloc opératoire, dans une boulangerie, on est là pour les accompagner à faire le plus d'expériences possible en complément du stage de 3e par exemple, pour les aider justement à connaître quelle est la réalité du métier, la réalité d'un professionnel. Et ce sont des contenus justement qu'on va développer avec des entreprises et des partenaires professionnels. D'accord. On va faire en fait un espèce de vie ma vie en réalité virtuelle à la première personne et permettre aux jeunes de pouvoir mieux sentir les choses. Parce qu'aujourd'hui, un témoignage, ça ne suffit pas. Un stage de 5 jours, on sait que ça ne suffit pas non plus. Mais si on peut proposer encore plus de choses, c'est mieux, notamment pour le jeune qui va devoir faire un choix. Bien sûr. C'est des choses qu'on met en place en classe. D'accord. L'enseignant est outillé avec des casques de réalité virtuelle, des ressources pédagogiques, un accompagnement de notre équipe. Et on équipe aujourd'hui plus de 300 écoles, établissements scolaires, collèges et lycées en France. Et les enseignants l'utilisent dans le cadre de Parcours Avenir, dans les lycées, pour justement proposer quelque chose en plus où les jeunes ne peuvent pas forcément y aller. Ça fait 2 ans aujourd'hui que Lucas a rejoint les Anges, 2 ans de souffrance, 2 ans de combat, que vous résumez justement aujourd'hui dans votre ouvrage que, je le répète, vous éditez chez Harper et Collins. Comment allez-vous aujourd'hui?
C'est compliqué parce qu'il y a des jours avec, des jours sans. Tous les jours, je le pleure, hein, forcément. Il me manque horriblement. Hein. Je tiens grâce à mes enfants. Ouais. Je tiens grâce au combat que je mène pour lui rendre justice, grâce à l'association, aux personnes avec qui je viens en aide. Donc, justement, pardon de vous couper, vous donnez beaucoup de votre temps aujourd'hui à toutes ces personnes qui ont besoin de vous, des jeunes et des moins jeunes. Qui s'occupe de vous aujourd'hui? Vous tenez beaucoup de monde, y compris vos enfants? J'ai mon avocate qui est énormément présente aussi. Qui a postfacé, effectivement. Oui, exactement. Qui a écrit aussi. Cet ouvrage, il y a ce rapport, une première victoire, si je puis dire, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, dans votre combat qui dure maintenant depuis 2 ans, avec ce rapport qui a été commandé par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Que dit-il, ce rapport qui a été remis, qui va être versé d'ailleurs au dossier? On rappelle que vous êtes pourvu en cassation. Oui, alors ça a été diligenté par Madame Belloubet, qui a vu mon appel de détresse, parce que je me suis battue pour l'avoir, cette enquête. Hein. Il a fallu quand même que je fasse des pieds et des mains, que j'interpelle M. Attal, par force. Hein, mais parce qu'il y avait un déni de l'administration, il y avait un déni du collège aussi. C'est ça, exactement. C'est une victoire, parce qu'on reconnaît, grâce à cette enquête qui a duré plusieurs semaines, avec plusieurs interrogatoires, à peu près 74, 75. Leur travail a été minutieux. On reconnaît, c'est écrit noir sur blanc, que Lucas a bien été victime de harcèlement. Mais vous dites quand même il faut en faire un objet politique. Et au stop, à quel moment tu mets en relation les statistiques avec la vie? À quel moment tu te réveilles en comprenant que soit t'as merdé, soit t'es victime, soit les deux, et peut-être encore autre chose comme complice? C'est ça, vous nous prenez quand même à un moment donné de la lecture, alors, c'est pas au début, hein, mais vous nous attrapez. Voilà, parce qu'en fait, moi je pars sur les chiffres européens qui sont 1 sur 5, s'il y a 20% de la population qui est concernée, ça veut dire qu'on en connaît tous et toutes. Donc ça veut dire que c'est dans la rédaction, ça veut dire que c'est à l'école de vos enfants, ça veut dire que c'est parmi vos amis. Et on parle des victimes, mais il y a aussi les agresseurs ou les agresseuses. Agresseurs majoritairement. Oui, alors je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pareil, on a du mal à avoir les statistiques concernant les agresseuses. C'est ça. Mais donc, et puis l'inceste maternel, et il prend d'autres formes que l'inceste paternel, donc il passe sous les radars. Voilà. Mais ça veut dire qu'on connaît aussi beaucoup d'agresseurs. Et que donc, c'est dans notre quotidien, l'inceste est présent dans notre quotidien, mais on ne le voit pas, puisqu'on a l'impression que c'est quelque chose de marginal. Et on est toujours étonné d'en découvrir, en fait. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. À la réalisation aujourd'hui, c'est Xavier Sanchez. Le son, c'est Mickaël Fristo. Le maquillage, Laure Audemont. Emma Ferret et Laura Girard à la rédaction. Merci également Adrien Fontenot. Il faut dire le nom quand même s'il est un plateau, d'être venu aujourd'hui sur le plateau. On vous retrouve la semaine prochaine. Exactement. Et pour une chronique toujours tout aussi brillante, j'imagine. Merci à vous d'être sur le grand JT. On se retrouve, nous, demain, évidemment. Je serai là. Et vous aussi, j'espère. Bonne soirée. Ciao.